Anne Freitel. Anne, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous, donc Anne Freitel. Je suis maître de conférences en économie à l'Université de Lille, chercheur au CLERC, et j'ai conduit un certain nombre de travaux sur les questions d'accompagnement, notamment des demandeurs d'emploi et des stratégies à déployer par les acteurs du service public de l'emploi auprès des demandeurs d'emploi, mais aussi, c'est un des enjeux de la journée, je crois, d'accompagnement auprès des entreprises. Alors, dans les travaux que vous avez menés, vous évoquez les représentations fausses qu'on peut avoir sur le marché du travail et notamment sur les processus de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire sur les représentations qu'on a du marché du travail, peut-être à commencer par l'usage même du terme de marché du travail. Mais du coup, si on se concentre plus particulièrement sur les représentations qu'on peut avoir du recrutement, représentations qui posent question, il me semble qu'il y en a deux principales. La première, la première idée reçue, ce serait de dire que finalement, pour trouver du travail, il faut répondre à une offre d'emploi. Et la deuxième, ce serait de dire que les entreprises savent recruter. Alors, si je reviens sur ces deux idées reçues un peu plus en détail, donc la première, pour trouver du travail, il suffit de répondre à une offre d'emploi. C'est en général le premier réflexe qu'on a, la première représentation qu'on a, et la première, finalement, injonction qu'on va donner aux demandeurs d'emploi, leur dire qu'il faut répondre aux offres d'emploi, il faut consulter leur espace privé, aller sur Internet, déposer des CV, etc. Or, quand on interroge les personnes qui sont en poste et quand on leur demande par quelle modalité elles ont fini par trouver du travail, en fait, il y en a à peine 10% qui disent qu'elles ont répondu à une offre d'emploi. Alors, pour bien visualiser ça, j'ai fait un petit graphique. Donc, on va voir si techniquement tout fonctionne. En diaporama, ce sera mieux. Et donc, ces fameux recrutements via des offres d'emploi, c'est les petits ronds que j'ai entourés. Donc, ça représente moins de 10% des modalités de recrutement, des modalités d'accès à l'emploi, aussi bien pour les personnes qui ont été recrutées en CDI, en CDD ou des salariés qui étaient au chômage avant d'accéder à l'emploi. En fait, cette faible utilité de la réponse à des offres d'emploi est à relier à une caractéristique des modalités de recrutement en France, c'est qu'elles sont majoritairement informelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par modalité de recrutement informelle? Si on essaye de simplifier un peu les choses et de définir comment une entreprise peut recruter, on considère qu'elle a deux grandes options. La première option, ça va être de mobiliser ce qu'on appelle des canaux informels, c'est-à-dire qu'elle va limiter sa modalité de prospection auprès de relations, de réseaux de notoriété, ce qui veut dire qu'elle informe finalement par du bouche à oreille de son besoin de recrutement. Et à l'opposé, on va avoir ce qu'on appelle les canaux formels qui, eux, supposent que l'entreprise cherche à prendre contact avec un nombre plus important de personnes, à diffuser l'information au-delà de ces réseaux, et qu'à ce moment-là, pour faciliter cette diffusion d'informations, elle va rédiger notamment une offre d'emploi. Et quand on regarde ce qui se passe sur les modalités de recrutement en France, on se rend compte que quand une entreprise souhaite recruter, dans moins de la moitié des cas, elle va rédiger une offre d'emploi. C'est un autre petit schéma que je voulais vous montrer. Donc, c'est pour vous montrer cette répartition dans les modalités de recrutement des entreprises où on voit que très majoritairement, les recrutements passent par des réseaux informels. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, je vous ai montré des chiffres qui relèvent de l'enquête offerte qui a été réalisée par la DRS en 2015. Et cette même enquête avait été produite en 2005. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 10 ans, on voit qu'il n'y a pas eu d'évolution en la matière. On continue à être sur des modalités de recrutement majoritairement informelles. Et donc ça a une conséquence directe. Ça veut dire qu'il y a une dissociation, il n'y a pas de recouvrement entre la notion d'offre d'emploi et la notion de besoin de recrutement. Ce sont en fait deux notions distinctes. Une entreprise peut avoir un besoin de recrutement sans pour autant la conduire à rédiger une offre d'emploi. Alors évidemment,
Ces chiffres ne sont qu'une moyenne. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que les façons de recruter sont d'autant plus informelles que les entreprises vont être de petite taille, que le poste à pourvoir s'adresse à un public plutôt non qualifié et que le recrutement va se faire en CDD. Or, on sait que la majorité des entreprises sont de petite taille, que la majorité des recrutements se font plutôt sur du public non qualifié et que la très forte majorité des recrutements, en tout cas en flux, sont des contrats à durée indéterminée. Alors du coup, tout de suite, ça interroge la posture des intermédiaires qui peuvent avoir tendance à pousser les demandeurs d'emploi à être dans une stratégie de réponse à ces offres d'emploi, à considérer qu'il faut absolument passer par des offres déjà constituées et eux-mêmes vont avoir une stratégie pour trouver des opportunités d'emploi aux personnes qu'ils accompagnent, à se concentrer sur les offres qui ont été émises par les entreprises. Donc là, première idée reçue, cette idée que voilà, le recrutement se ferait par des offres d'emploi. En fait, il n'en est rien. Deuxième idée reçue, en fait, les entreprises savent recruter et elles sont outillées pour le faire. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors, on peut aborder cette question par plusieurs indices. Premier indice, les entreprises ne sont pas en mesure d'anticiper leurs besoins de recrutement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une enquête que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'enquête BMO, donc Besoin de main-d'œuvre, qui est produite par Pôle emploi, qui chaque année interroge un échantillon d'entreprises pour estimer quels vont être leurs besoins de recrutement. Et la question qui est posée à l'entreprise, c'est dans l'année qui vient, est-ce que vous comptez recruter? En moyenne, cette enquête met en évidence que les entreprises, en gros, en flux, vont conduire à 1,5 ou 2 millions de recrutements. Donc ça, c'est en anticipé, quand on pose à un instant T à une entreprise la question de son intention de recruter. À la fin de chaque année, quand on regarde l'ensemble des flux de recrutement, en dehors des recrutements par intérim, il se produit 22 millions de recrutements, là aussi, en moyenne en France. Ce qui veut dire qu'à un instant T, l'entreprise n'anticipe pas son besoin de recrutement. Elle n'est pas en capacité de se projeter et de dire dans l'année qui vient, je vais effectivement recruter. BMO, finalement, ne traduit qu'à peine 10% des recrutements effectifs qui vont être conduits par l'entreprise. Alors, deuxième indice qui montre cette difficulté que peut avoir l'entreprise à recruter, c'est que la plupart des entreprises recrutent sans recourir à un service RH. Donc, dans les entreprises de petite taille, c'est souvent parce que le service RH n'existe pas. Mais même dans ces entreprises, quand ce service RH existe, il n'est pas du tout mobilisé sur des enjeux de recrutement. Il va plutôt être dédié aux fonctions classiques, typiquement la gestion de la paye ou la gestion des questions de formation d'entreprise. Ce qui veut dire que dans une entreprise, en fait, on ne va pas avoir de service dédié ou de personnes qui va être dédiées au recrutement. Et souvent, d'un recrutement à l'autre, on peut ne pas se retrouver avec le même interlocuteur. Finalement, l'image qu'on peut avoir d'une fonction de recrutement très structurée, on ne va la trouver que dans les grandes entreprises, avec là une procédure arrêtée, stabilisée, qui a fait l'objet d'un certain nombre de discussions. Troisième indice de cette difficulté que les entreprises ont à gérer leur recrutement, c'est qu'elles y passent très peu de temps. Dans 2/3 des cas, la procédure de recrutement dure moins d'une journée. Ce qui veut dire que, en fait, quand une entreprise recrute, elle recrute dans l'urgence. D'une part, elle n'a pas été en capacité d'anticiper son besoin et donc de pouvoir l'énoncer correctement. Quand elle doit recruter, c'est parce qu'elle a un impératif. Il y a un salarié qui est parti, il y a une commande d'urgence qui arrive. Et donc, du coup, tout d'un coup, ça va être le chef d'entreprise qui change de casquette et qui, tout d'un coup, devient recruteur, mais sans avoir eu le temps de penser à toutes les étapes nécessaires et éventuellement à ce dont il a réellement besoin. Donc, tout ça montre que le recrutement est une fonction peu organisée, que les entreprises sont peu outillées. Dernier indice qui montre cette difficulté que les entreprises ont à recruter, c'est que souvent, elles considèrent que dans 20% des cas, que les recrutements ont été difficiles, que ça n'a pas été quelque chose de simple. Et pour autant,
quand on leur dit, d'accord, vous avez connu un recrutement difficile, enfin, que vous considérez comme difficile, est-ce que, du coup, ça va vous conduire à modifier votre manière de fonctionner? Dans 2 tiers des cas, l'entreprise dit qu'elle recommencera de la même manière son recrutement. Ce qui montre que, même si elle fait face à des difficultés, elle n'est pas en capacité de se questionner sur la raison de ces difficultés et elle reproduit finalement la même chose, faute d'avoir d'autres alternatives, d'autres solutions pour recruter autrement. Et ça renvoie à une idée très importante, il me semble, c'est qu'en fait, il y a 2 figures distinctes. Il y a la figure de l'entreprise, d'un côté, et la figure de l'employeur, de l'autre. Et une entreprise n'est pas spontanément un employeur. Une entreprise, c'est avant tout un projet qui est porté par un chef d'entreprise, une volonté de constituer quelque chose qui, à un moment donné, peut l'amener à recruter. Mais quand quelqu'un crée une entreprise, il ne se projette pas directement comme employeur, il se projette avant tout comme chef de projet, volonté de construire un projet collectif. Et devenir employeur et un travail en soi suppose des compétences particulières. Et si je prends du coup l'expression de Laurent Duclos, ça montre que le décalage qu'il y a entre la figure de l'entreprise et la figure de l'employeur, c'est un problème d'employeurabilité, donc de difficulté de l'entreprise à franchir le pas pour être pleinement employeur. Être employeur, c'est déjà évidemment connaître les codes du travail, mais c'est également penser le recrutement en fonction du besoin, en fonction de la dynamique du collectif de travail au sein de l'entreprise. C'est recruter à un moment donné quelqu'un, mais c'est aussi l'intégrer dans un espace de travail et assurer du coup la progression du salarié. Alors, on comprend bien du coup les idées reçues qu'on peut avoir sur le marché du travail et quels conseils vous pourriez nous donner et en quoi ça pourrait finalement nous permettre de mieux accompagner les demandeurs d'emploi qu'on trouve notamment dans les structures d'insertion par l'activité économique. Alors, il me semble qu'avoir en tête que l'offre d'emploi déjà ne constitue pas l'alpha et l'oméga du recrutement et qu'une entreprise ne sait pas forcément s'y prendre pour recruter, ça permet d'un certain point de vue d'ouvrir le champ des possibles dans les stratégies d'accompagnement. Ça permet notamment de sortir de ce que j'appelle finalement la quadrature du cercle de l'offre d'emploi. Je pense que n'importe quel conseiller qui est conduit à accompagner des gens au quotidien, dans son activité, se rend compte que les offres d'emploi sont particulièrement sélectives, qu'elles mentionnent énormément de critères de diplôme, de critères de formation, d'expérience, qui est souvent en décalage par rapport au profil des personnes qui sont accompagnées. Un chiffre parlant, quand on interroge les gens et qu'on leur demande comment ils s'y prennent pour trouver un emploi, il y en a 80% qui disent qu'ils commencent par regarder les petites annonces. Mais finalement, il n'y en a que 40% qui, en fait, vont se lancer dans la réponse à ces petites annonces. Ce qui veut dire que tous les critères, enfin, la simple lecture d'une offre d'emploi conduit la personne à se dire qu'elle a un profil trop en décalage et à préférer s'auto-censurer, s'auto-sélectionner plutôt que franchir le pas à répondre à une offre d'emploi. Et on est sur une sélection des offres qui a augmenté dans le temps avec des critères exigés par les employeurs qui se sont multipliés, des critères qui sont devenus beaucoup plus généraux, on pourrait dire en partie hors sol, déconnectés des qualités nécessaires pour occuper réellement un poste de travail, et d'un processus de recrutement qui s'est formalisé, qui est de plus en plus à distance, où le prérequis, c'est d'abord d'envoyer un CV, une lettre de motivation, et que peut-être un jour, la personne pourra accéder à un entretien et faire valoir d'autres éléments de son profil. Donc, c'est ce qui est représenté dans le schéma que vous voyez, c'est cette progression des exigences affichées dans les offres d'emploi entre les années 60 et les années 2000. Donc ça, c'est basé sur un travail d'Emmanuel Marshall qui a tous les 10 ans récolté des offres d'emploi et qui a comparé la manière dont ces offres d'emploi étaient rédigées. Et donc, on voit bien comment il y a eu une augmentation de tous ces critères affichés, critères qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années avec la diffusion notamment des outils Internet, des plateformes
qui prédéfinissent des pages où là, on incite l'entreprise avec des registres prédéfinis à mettre le nombre d'années d'expérience, le nombre d'années d'information. Donc, tout ça contribue à renforcer ce processus de sélection. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, et c'est la slide d'après, on est sur un marché du travail français qui est particulièrement sélectif si on le compare à d'autres pays. Notamment, donc c'est toujours le travail d'Emmanuel Marshall par rapport à ce qui a pu se passer en Grande-Bretagne ou en Espagne. On voit que les critères de formation sont particulièrement mentionnés dans les annonces françaises. Donc, dans 73% des annonces françaises, on mentionne des critères de formation, alors que ce n'est le cas que dans moins de 30% des annonces en Grande-Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir l'impression, en ce qui concerne l'expérience, que toutes les offres, quel que soit le pays, mentionnent des critères d'expérience. Mais si on regarde derrière, qu'est-ce qu'il en est des expériences, on se rend compte qu'en France, l'exigence d'expérience est particulièrement longue. On est très vite sur des expériences de 2 ou 3 ans minimum pour répondre à une offre d'emploi. Alors que dans un pays comme l'Espagne ou la Grande-Bretagne, on peut très bien avoir comme durée d'expérience minimum requise quelque chose autour de 6 mois, ce qui permet notamment à des jeunes ayant fait un stage long en fin d'études de pouvoir faire valoir leur expérience. Donc, on voit que la stratégie de mobilisation des offres d'emploi est quelque chose, une stratégie risquée et qui a vraiment un enjeu à pouvoir sortir de cette quadrature du cercle. Quadrature du cercle au sens où il faut accompagner des publics considérés souvent comme peu qualifiés ou ayant des ruptures de parcours, rupture des parcours qui se voient du coup tout de suite sur un CV, et en même temps, la seule stratégie qu'on leur propose, c'est de répondre à ces offres d'emploi qui sont une toute petite partie des recrutements proposés par les entreprises, et en plus, c'est la partie qui est la plus sélective. Et du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a plein d'autres choses que les offres d'emploi pour rentrer dans l'entreprise et plein d'autres possibilités d'aider une entreprise à recruter, conduit finalement à penser qu'il y a une pluralité de formes d'intervention des acteurs du SPE. Alors, pour essayer de faire apparaître d'autres possibilités d'intervention des acteurs du SPE, un schéma qui me semble assez heuristique, c'est de résumer la façon dont un intermédiaire, un acteur de l'emploi, peut accompagner un demandeur d'emploi et comment il peut accompagner une entreprise. Donc, le premier axe que vous voyez apparaître, c'est la façon de grandes postures professionnelles que l'on peut penser pour accompagner un demandeur d'emploi. On a d'un côté ce que j'ai qualifié comme étant une mise en condition. Ça veut dire qu'on est sur des stratégies, des façons d'intervenir où le conseiller considère d'une manière ou d'une autre que l'emploi est une donnée et que l'individu doit s'adapter à ce contexte d'emploi et que du coup, pour s'adapter à ce contexte d'emploi, la personne doit se signaler au mieux sur le marché du travail compte tenu des critères de recrutement en vigueur. Donc là, on est dans une posture où les critères de recrutement sont pris comme tels, ne sont pas négociés, ce qui conduit en termes d'accompagnement à pousser le conseiller à amener la personne à se hisser au niveau des critères qui sont finalement naturalisés en lui demandant de rédiger un CV, une lettre de motivation et en faisant des complétements de formation pour boucher éventuellement les trous dans un CV. À l'opposé, l'autre posture que j'ai qualifiée de mise en situation consiste pour le conseiller à considérer qu'évidemment, il y a un contexte d'emploi, un contexte local qui est à prendre en compte, mais que ce contexte laisse des marges de manœuvre et que ça peut permettre de penser autrement l'accompagnement pour aider la personne à réaliser son projet et notamment miser sur des situations de travail, la mise en situation de travail comme étant la possibilité de révéler des qualités qui n'auraient pas été visibles à première vue simplement avec la lecture assez standard d'un CV et d'une lettre de motivation. Donc, ces mises en situation de travail permettent de faire ressortir des qualités au fil de l'eau qui, du coup, ouvrent là aussi d'autres possibilités
d'intervention et de négociation auprès de l'entreprise. Le second axe, c'est la façon dont on peut penser l'accompagnement qui est adressé à l'entreprise. Et là, il y a aussi deux grandes postures. D'un côté, rester à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que le conseiller, finalement, fait de la mise en relation à distance. Il est dans une logique de rapprochement d'offres d'emploi déjà constituées et il essaye de regarder dans quelle mesure le CV correspond au mieux à l'offre qui a été affichée par l'entreprise. Soit l'intermédiaire, au contraire, va se déplacer dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, pour avoir une autre vision, en fait, du besoin de l'entreprise et considérer que l'offre qui a été affichée ne correspond peut-être pas aux besoins réels de l'entreprise. Son travail va être, du coup, de chercher à saisir les besoins de l'entreprise, ses modalités d'organisation du travail, et y compris pouvoir avoir accès aux difficultés potentielles auxquelles l'entreprise fait face. Et donc, si on regroupe ces deux axes, donc c'est la slide d'après, on se rend compte que, du coup, on peut faire apparaître deux grandes figures dans la mise en relation. Ce qui est en bas du graphique, donc l'axe horizontal, c'est les modalités d'accompagnement vis-à-vis de la personne, et l'axe vertical, c'est les modalités d'accompagnement vis-à-vis de l'entreprise. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai qualifié de posture de médiation, où là, on est dans les pratiques souvent usuelles des acteurs du service public de l'emploi, dans une logique de placement, de matching, où le conseiller cherche à gérer une rencontre ponctuelle d'une offre et d'une demande d'emploi déjà formalisée. On est dans une pratique standard d'intermédiation, de mise en relation, où du coup, on pourrait dire que finalement, avec ou sans conseiller, la rencontre entre l'offre et la demande se serait passée de la même manière. Dans le cadran du haut, donc en orange, c'est plutôt ce qui relève de la médiation, où là, le conseiller va aider à l'expression de deux demandes, celle de la personne, mais aussi celle de l'entreprise, qu'il est là pour co-construire ces demandes, leur donner forme et faire que et l'entreprise et la personne, au moment d'une rencontre, fassent l'expérience de quelque chose. Donc, on n'est plus dans la gestion d'une rencontre ponctuelle à distance, mais au contraire, on est dans l'établissement d'une relation personnalisée d'une entreprise donnée avec le profil d'une personne spécifique. Et donc, je trouve que l'intérêt de ce graphique, c'est de montrer justement l'espace des possibles. Dans le bas, on est plutôt dans cette fameuse quadrature du cercle de l'offre d'emploi. Et tout ce qui relève du haut permet de travailler les deux idées reçues qu'on a évoquées en début, c'est-à-dire qu'on peut recruter, il peut y avoir recrutement sans offre d'emploi et l'entreprise a besoin d'être épaulée pour recruter parce qu'elle n'est pas forcément à même de le faire. Oui, c'est la prochaine question que j'allais vous poser. En fait, Anne, on accompagne les demandeurs d'emploi, mais finalement, on doit aussi accompagner les entreprises dans leur processus de recrutement et agir sur le contexte dans lequel se trouve le demandeur d'emploi. Donc, en effet, dans la pratique de médiation, on est dans un accompagnement conjoint et de l'entreprise et du demandeur d'emploi. On est finalement un peu à distance des pratiques usuelles d'accompagnement où l'accompagnement est souvent pensé comme un processus linéaire, normatif, centré sur la personne. Et c'est la fameuse mise à niveau que j'évoquais tout à l'heure, cette idée qu'il faudrait hisser la personne pour être au niveau des critères de recrutement affichés dans l'offre d'emploi. Le modèle séquentiel linéaire, c'est typiquement, on aide la personne à définir son projet professionnel, on l'aide à lever ses freins à l'emploi, notamment en passant par de la formation, et puis après, on la coach pour se préparer notamment aux entretiens d'embauche. Donc, tout le travail porte sur une mise en condition de la personne, sur un travail de son employabilité. On est dans une relation souvent du coup qui devient très personnalisée avec son conseiller et qui peut, par certains égards, comporter une relation psychologisante avec l'idée que
Si la personne ne trouve pas d'emploi, c'est qu'il y a une faille de son côté, elle n'est pas à niveau, elle ne fournit pas assez d'efforts ou elle est trop cassée pour aller sur le marché du travail. À l'inverse, dans la stratégie de médiation, on est sur un travail itératif qui ne considère pas que la priorité, c'est de lever les freins à l'emploi. On sort de cette représentation que la personne serait inemployable et qu'il faudrait lever ces freins à l'emploi avant de pouvoir la mettre en relation avec les entreprises. On considère au contraire que la mise en situation va permettre de nouer quelque chose. De nouer quelque chose du côté de la personne, mais aussi de nouer quelque chose du côté de l'entreprise, puisque c'est une manière, par la mise en relation, de rentrer dans l'entreprise et du coup, de commencer un échange avec l'entreprise pour la questionner sur le profil qu'elle recherche, objectiver son besoin, voir un peu quel est le contexte de travail, l'organisation du travail, l'ambiance de travail de l'entreprise. Et puis, par ces mises en relation, par exemple, mettre quelqu'un en stage en période de travail, c'est aussi une manière de générer des opportunités et du coup, d'être dans une forme d'accompagnement sur mesure. Donc, la médiation, c'est un accompagnement et de l'entreprise et de la personne. Et la façon de rentrer dans l'entreprise, c'est finalement de rentrer par la petite porte en disant à une entreprise, ben voilà, j'ai une personne, j'ai un peu du mal à l'évaluer, est-ce que vous pouvez la prendre en stage à l'essai dans l'entreprise et puis on rediscute après de la façon dont la personne est. Et par cette simple mise en situation de travail, c'est tout un champ de relations à l'entreprise qui s'ouvre et une autre manière de discuter avec elle plutôt que de l'appeler au téléphone en disant est-ce que vous avez une offre d'emploi à me donner où on sait que là, l'entreprise va dire ben non, de toute manière, je ne compte pas recruter. Mais dans une semaine, en fait, l'entreprise recrutera, mais elle ne le sait pas elle-même. Donc, on est dans une stratégie où on est plutôt sur du pratico-pratique. C'était une expression qu'avait utilisée un conseiller pour qualifier sa pratique de médiation, où on mise sur la situation de travail réelle. Vous avez réalisé, Anne, une étude sur la notion d'accompagnement vers et dans l'emploi, et vous constatez que cette notion d'accompagnement, elle est à la fois très utilisée dans notre secteur, mais aussi assez peu définie. En quoi le fait qu'elle soit finalement très utilisée mais peu définie peut créer un risque pour la qualité des parcours que proposent les structures d'insertion? Alors, en effet, j'avais réalisé une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'accompagnement, puisque maintenant, n'importe quel dispositif est qualifié de dispositif d'accompagnement avec ce sentiment qu'à partir du moment où on dit qu'un dispositif est un dispositif d'accompagnement, c'est un dispositif plus, c'est une qualité en soi. Et ce qui ressortait de cette étude, c'est qu'en fait, il n'y avait pas forcément de vision à proprement parler de ce qu'était l'accompagnement, de ce qu'on entend, ce que l'on en attendait. Et finalement, l'accompagnement était réduit à des modalités de pilotage des dispositifs. Alors, comment ça se traduisait? Ça se traduisait déjà par le fait que l'accompagnement, c'est un parcours défini pour un temps donné. Il y a un début, il y a une fin, et on considère qu'un parcours d'accompagnement, c'est 6 mois, c'est 1 an, voire 1 an et demi. Donc, on prédéfinit déjà à la base le temps que l'on va consacrer à cet accompagnement. Deuxième tendance que j'avais observée, le fait qu'on soit dans une standardisation du contenu des prestations. Finalement, d'un dispositif d'accompagnement à l'autre, on retrouve un peu les mêmes ingrédients. Si on regarde les cahiers des charges, si on regarde ce qui est attendu en termes de prestations, on pourrait dire qu'un dispositif d'accompagnement, c'est assurer un suivi par un référent avec des rencontres régulières. C'est signer un contrat qui est censé symboliser l'engagement réciproque du conseiller et du demandeur d'emploi. C'est un mixte entre des ateliers individuels et des ateliers collectifs, et en général avec un passage par des techniques de recherche d'emploi. Et c'est possiblement l'accès à des dispositifs de formation. Et donc, finalement, quand on compare les dispositifs entre eux, il n'y a pas forcément d'innovation sur les outils. On peut avoir des différences sur
sur l'intensité d'usage des outils. Donc, par exemple, dans un dispositif, il va y avoir une rencontre tous les mois. Dans un autre dispositif, ça va être une rencontre tous les 15 jours. Mais le contenu des prestations ne change pas forcément. Alors, évidemment, ça assure un minimum de qualité, de prédéfinir une prestation. Ça contribue à un principe d'égalité de traitement. Évidemment, le risque derrière, c'est un risque de dépersonnaliser le dispositif et de faire qu'il ne soit plus forcément adapté aux besoins de la personne. Et la troisième tendance que j'avais repérée, c'est l'injonction à accélérer le retour à l'emploi. Le temps de l'accompagnement est contraint et il faut le plus vite possible faire de l'accompagnement au retour à l'emploi. Ce qui conduit du coup à considérer qu'il y aurait ce qui relèverait de l'accompagnement social d'un côté et l'accompagnement professionnel de l'autre. Et donc, si on est sur un objectif de retour à l'emploi, il faudrait miser principalement sur de l'accompagnement professionnel et à renforcer tout ce qui relève des activités de placement avec ces fameux enjeux de techniques de recherche d'emploi, d'ateliers CV, mais aussi de collecte d'offres pour que la personne puisse retourner en emploi. Donc, on pourrait dire que cette lecture fait craindre que des dispositifs ne s'adaptent pas aux besoins de la personne, que ça contraigne les opérateurs à des pratiques standardisées. Pour autant, ces dernières années, on a vu émerger des cahiers des charges qui ouvraient la possibilité à des pratiques différentes. Donc, évidemment, un dispositif comme Sève Emploi ouvre la possibilité à des pratiques différentes, mais on a aussi ça dans le CSP, le contrat de sécurisation des parcours pour les licenciés économiques, ou dans la garantie jeune. Et ce qui est intéressant, c'est que, y compris quand un dispositif ouvre la possibilité d'autre chose, les évaluations qui ont été réalisées dans ce cas-là des dispositifs montrent qu'en pratique, les opérateurs ont du mal à se saisir pleinement de ces nouvelles opportunités et à produire des pratiques un peu plus innovantes qui se distinguent des pratiques usuelles d'intermédiation dont j'ai parlé. Et il me semble que ça renvoie à une dimension importante, c'est que il y a le dispositif d'accompagnement, le contour du dispositif, les contraintes qu'il peut imposer, mais il y a aussi la manière de penser l'accompagnement en tant que relation et de penser l'accompagnement dans une structure organisationnelle. Et donc, si je reviens là-dessus, on peut avoir très vite l'impression qu'on a réglé la question de l'accompagnement quand on a dit que l'accompagnement, c'est une relation. Quand on pense accompagnement, on pense face à face entre un conseiller et un demandeur d'emploi. La question qui est importante, c'est dans quelle mesure cette relation produit ou non un effet bénéfique pour la personne qui est accompagnée. Et répondre à cette question, ça conduit à élargir cette notion de relation de face à face entre le demandeur d'emploi et le conseiller, et à penser que du coup, la relation, ce n'est pas simplement une relation d'injonction, donc c'est ce que j'essaye de symboliser par la flèche qui est là, où le conseiller dicte finalement un peu sa conduite à la personne accompagnée, mais c'est de penser à un effet retour, donc c'est la slide d'après, que finalement, l'accompagnement, c'est laisser place à la personne, à son projet, travailler avec elle des retours d'expérience qui va permettre de nourrir et de changer les représentations et du conseiller et de la personne accompagnée. Donc, c'est la flèche en bleu en bas du petit cercle pour montrer ce processus itératif et ce besoin retour et cet échange réciproque finalement entre le conseiller et la personne. Mais accompagner, c'est aussi accompagner en fonction du contexte local, en fonction des opportunités, du tissu d'entreprise dans lequel on est amené à exercer son activité. Et donc, c'est penser la relation qu'on peut nouer à l'entreprise. Dernier point, l'accompagnement, c'est aussi pas simplement la stratégie que le conseiller peut développer, parce que le conseiller peut avoir énormément de qualités, se démener dans tous les sens, intégrer des effets retours de la personne, les éléments de contexte, mais il faut aussi que l'organisation dans laquelle il travaille soit compréhensive de la stratégie qu'il cherche à développer. Et du coup, il y a un vrai enjeu
opérationnelle, organisationnelle, pour que des professionnalités puissent se développer. Si le conseiller est en permanence soumis à des indicateurs de reporting et que, par exemple, une mesure de son activité, c'est de lui demander combien d'offres d'emploi il a récupérées, évidemment, ce genre d'impératif de reporting ne lui permettra pas d'aller vers des pratiques de médiation. Donc, on voit que l'accompagnement ne se résume pas finalement aux contraintes portées par les dispositifs, à la relation qui se noue entre le conseiller et le demandeur d'emploi. C'est tout un système, toute une stratégie qui conduit à aller jusqu'à penser l'organisation dans laquelle le conseiller peut déployer d'autres types de pratiques. Merci beaucoup, Anne. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet questions que vous trouvez sur votre droite. Et en attendant que vous puissiez vous lancer dans un échange avec Anne, je vais lui poser une première question que vous avez évoquée rapidement, puis c'était dans le programme, la question de fiction du marché du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous utilisez ce terme? De fiction du marché du travail? Les économistes sont dans l'idée, une partie des économistes considèrent que le marché du travail existerait comme n'importe quel marché et que ce serait la rencontre d'une offre et d'une demande. La particularité des relations d'emploi, c'est qu'on est quand même dans un espace qui est structuré par l'entreprise, qui évidemment ne permet pas aux demandeurs d'emploi ou aux salariés d'avoir le même pouvoir d'organisation. Le propre d'un marché, dans la représentation des économies, c'est de penser que il y a les mêmes capacités d'intervention du côté de l'offre et du côté de la demande. Très clairement, une entreprise pense une forme de relation d'emploi et c'est sur la base de cette forme de relation d'emploi qu'à la suite, le salarié, le demandeur d'emploi peut déployer des stratégies. Donc, on est avant tout sur des relations d'emploi qui sont dictées par l'entreprise auxquelles ils font s'adapter. Et on n'est pas dans cette espèce de face-à-face égalitaire que présuppose la représentation du marché. C'est pour ça qu'en général, j'aime pas trop utiliser la notion de marché du travail. Je préfère parler de relations d'emploi. Merci beaucoup. Alors, Pierre-Yves est en modération des questions et des sondages. Peut-être qu'il peut nous rejoindre pour évoquer les questions qu'il y a eu sur la réunion. Je vais l'inviter. Voilà. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, il y a peu de questions pour l'instant. Il y a deux questions et moi j'en poserai une également. Alors, on a une question de David Legrand qui me demande dans quelle proportion existent les mises en condition et les mises en situation sur le marché de l'accompagnement. Comment ça se joue? On est majoritairement dans des pratiques qui sont centrées autour des mises, donc c'est la figure d'après, des mises en condition, y compris parce qu'il y a, alors que ce soit des impératifs gestionnaires des dispositifs ou des contraintes organisationnelles, on est sur cette idée et tout ce mythe de la transparence du marché du travail, et que si on permet à l'employeur d'avoir la bonne information et au demandeur d'emploi d'avoir la bonne information sur les possibilités de recrutement, alors, comme par miracle, le chômage va diminuer. Donc, toute une partie, par exemple, de la stratégie de Pôle emploi est centrée sur cette représentation de la transparence du marché du travail et la manière dont il faudrait équiper les demandeurs d'emploi et les entreprises pour œuvrer de cette transparence. Et dans la transparence du marché du travail qui est mise en œuvre par Pôle emploi, un vecteur de réalisation de cette transparence, c'est la mise en place d'un énorme agrégateur d'offres. Donc, c'est bien cette idée que si on facilite la circulation d'informations, informations standardisées à partir des offres, tout d'un coup, les choses vont matcher et du coup, l'entreprise trouvera le bon profil du demandeur d'emploi. Donc, on est très, très majoritairement sur des pratiques d'intermédiation.
Merci. On a une autre question qui est davantage liée au programme Save Emploi. On pourra y revenir par la suite, hein, de Claude Delpé. Une autre question de Naïs Couchot. Avez-vous des exemples d'outils ou de discours qu'un conseiller pourrait avoir pour intervenir auprès de l'entreprise? Alors, j'avais travaillé avec un collègue, Nicolas Farvac, il y a 3-4 ans, je ne sais plus, pour construire un guide pratique de relations à l'entreprise avec des acteurs d'une maison de l'emploi près de Lille. Et justement, la question qui s'était posée, c'est comment on rentre en contact avec l'entreprise. Quelle serait la bonne phrase finalement à dire à l'entreprise. La première conclusion qui était ressortie du groupe, c'est surtout pas appeler l'entreprise en disant « Bonjour, est-ce que vous avez un besoin de recrutement ?» Et que finalement, l'information qu'on va pouvoir recueillir, c'est en disant bonjour, je suis un opérateur du SPE, je suis un acteur du territoire. J'aimerais bien savoir qui vous êtes et ce que vous faites. » Et donc, c'était plutôt comme ça qu'on avait construit la manière de rentrer en relation à l'entreprise, c'est d'intéresser l'entreprise en la faisant parler d'elle. Et en montrant que le conseiller était intéressé par l'entreprise sans forcément attendre quelque chose d'elle. Parce que quand on appelle une entreprise en disant « Bonjour, est-ce que vous avez une offre d'emploi ?» il peut y avoir un réflexe de fermeture de la part de l'entreprise en disant « Qu'est-ce qu'on attend encore de moi ? De nouvelles contraintes, dans quoi je m'engage, etc. » Donc, l'idée, c'était plutôt de travailler à un contact direct à l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Depuis combien de temps vous êtes sur votre territoire? Comment vous fonctionnez? Et progressivement, pouvoir amener d'autres questions en disant peut-être que vous pourriez prendre quelqu'un en stage et par exemple, à l'occasion d'un stage, débriefer avec l'entreprise, rentrer dans l'entreprise pour voir l'organisation concrète du travail. Merci. Alors moi j'ai une question indirectement davantage sur l'outil formation, hein, où plusieurs écrits qui concordent à dire que les plans massifs de formation et que l'élévation du niveau de diplôme des demandeurs d'emploi ont très peu de prise sur le taux de chômage. Du coup, sans être trop binaire, selon vous, comment est-ce que la place de la formation dans le parcours d'insertion doit être envisagée? Et du coup, autrement dit, hein, est-ce que la formation initiale est un levier incontournable pour l'accès à l'emploi, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de formation continue qui serait à privilégier un peu comme variable d'ajustement au sein de l'entreprise post-parcours insertion? Alors très clairement, quand on regarde les trajectoires d'insertion sur le marché du travail, tout ce qui relève de la formation initiale est extrêmement structurant. Et donc, le niveau de diplôme est un des premiers prédicteurs de la probabilité d'être ou non au chômage. Et de ce point de vue-là, tout le dispositif de la formation professionnelle continue n'a pas réussi à faire de la formation professionnelle finalement une bouée de secours, une deuxième chance pour rebondir si on a eu un parcours de formation initiale compliqué. Alors après, la question qui se pose, c'est comment on pense la formation et comment on pense la formation dans un parcours d'insertion. Ce qui est clairement mis en avant, c'est que l'idée qu'il faut former la personne sans qu'elle comprenne forcément pourquoi elle doit être formée, simplement parce qu'il y aura un écart entre ce qui est écrit dans sa CV et puis les attendus de l'entreprise, et que cette formation doit se faire a priori pour être cohérent avec le projet professionnel qui a été défini. Et puis ensuite, la personne va candidater et éventuellement se retrouver un emploi. On voit que c'est un séquençage qui conduit régulièrement à des échecs. La brique formation produit plus d'effets si la personne saisit pleinement l'utilité de cette formation et si elle-même prend conscience qu'à un moment donné, en effet, sur tel ou tel point, elle a un manque de qualification, un manque de compétences, un manque d'expérience et qu'elle a besoin de travailler du coup quelque chose de spécifique. Et donc, c'est notamment un certain nombre de dispositifs qui ont été portés par des acteurs de la formation continue comme Bertrand Schwartz, où sa priorité, c'était de permettre aux adultes, et notamment aux adultes peu qualifiés, de saisir l'intérêt de la formation par l'expérience de travail.
et de faire que cette expérience de formation aussi ne soit pas déstabilisante. Quand on demande à un demandeur d'emploi non qualifié de se former et qui se retrouve dans une classe, dans une logique extrêmement classique, avec des pratiques pédagogiques descendantes où il faut prendre des notes, c'est la remise en perspective d'un échec scolaire. Alors qu'une formation qui va s'appuyer sur des mises en situation de travail, des expériences concrètes de travail, le sentiment de l'utilité directe que la personne va pouvoir récupérer de cette formation, là, ça produit des effets beaucoup plus structurants pour la suite du parcours. Très bien. Oui, dans les questions, on a aussi donc Claude Delpé qui nous dit « Le projet SELF peut-il intégrer localement la question des travailleurs sociaux? Cette notion d'intermédiation pourrait déverrouiller certains comportements. » Effectivement, ce que vous présentez là, ce n'est pas uniquement dédié aux structures d'insertion par l'activité économique? Non, alors du coup, c'est l'idée que la médiation est dans une stratégie ajustée en permanence aux besoins de la personne. Mais dans l'idée qu'on ne l'enferme pas a priori dans quelque chose. Donc, pourquoi pas à un moment donné faire intervenir des acteurs sociaux, de l'accompagnement plutôt qui relève de l'accompagnement social, mais sans considérer a priori que la personne a des freins psychologiques, des freins sociaux, d'addiction ou autres. C'est d'abord dire, est-ce que la personne, comment elle se déploie, comment elle se réalise dans un contexte de travail, et sur cette base-là, voir ce qui match ou ce qui ne matche pas, les difficultés qui peuvent être effectivement ressenties, et ne pas poser un a priori sur ce qui relèverait de freins, qui sont souvent des représentations des conseillers, et un frein qu'on peut identifier dans un bureau, dans un face-à-face conseiller-demandeur d'emploi, si ça se trouve, n'est pas effectif quand on est dans un collectif de travail, dans une activité de travail concrète. Une autre question de Anne-Sophie Beaujon. La démarche d'emploi accompagnée, entre parenthèses, job coach, proposée pour les personnes en situation de handicap, peut-elle être élargie aux salariés en parcours IAE? Et est-ce une modalité d'intermédiation proposée par Sève Emploi? Donc, je vous propose peut-être une réponse en deux temps. D'abord vous, Anne, et ensuite Mélanie, tu pourras compléter. Ou peut-être Mélanie, comme ça me permettra de savoir exactement ce qui est emploi accompagné, job coach. Et Oui, les démarches d'emploi accompagné, donc le job coaching, c'est ce qui fait référence à la méthode IPS. Et en fait, c'est une démarche effectivement qui est plutôt destinée aux salariés en situation de handicap. Et on avait eu l'occasion, lors de la journée régionale de 2019 qui avait lieu à Nantes en janvier 2019, d'avoir des intervenants de la DAPI de Loire-Atlantique qui nous avaient présenté leur travail. Et effectivement, les approches sont vraiment complémentaires dans le sens où sur la méthode d'emploi accompagné, alors il faudrait beaucoup de temps pour la présenter, hein, je prétends pas du tout être une experte du sujet, mais la méthode de l'emploi accompagné, elle est intéressante parce qu'elle table sur l'emploi d'abord, en fait. Donc, on met les personnes en situation de travail et on accompagne les difficultés qu'elles peuvent avoir dans leur poste au cours de l'emploi, c'est-à-dire une fois qu'elles se révèlent. Et on ne considère pas qu'en fait, il faut forcément prévenir et mettre en place des choses avant le démarrage de l'emploi, mais c'est si les situations problématiques se révèlent qu'on va les accompagner. Et donc, ça nécessite un accompagnement qui est très différent et ce que disait Anne tout à l'heure, qui n'est pas standardisé, puisque c'est vraiment en fonction des besoins que l'entreprise va aussi faire appel au job coach pour venir compléter son accompagnement et c'est en fonction aussi des moments de vie de la personne et de la situation dans laquelle elle se trouve, qu'elle pourrait être accompagnée ou non dans son emploi. Est-ce que vous souhaitez compléter, Anne, ou est-ce que je passe aux autres questions? Non, mais du coup, c'est totalement dans la lignée de la logique de médiation et en effet de mise en situation. Faire de la mise en situation le levier de quelque chose. Une question qui est peut-être un peu plus généraliste. Est-ce que cette logique de médiation dans le recrutement est en œuvre dans d'autres pays? Ou est-ce qu'on est sur une spécificité française? Eh ben, j'ai pas eu l'occasion de faire des travaux comparatifs. Donc, je ne peux pas vous dire quelles sont les pratiques de l'équivalent des services publics de l'emploi dans les autres pays.
Alors, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être Sylvie Lebars qui nous demande s'il sera possible de transmettre le guide pratique d'action de relations à l'entreprise auquel vous avez fait référence, Anne. Faut que je demande si c'est possible. Je vais me renseigner. Alors moi j'ai une question qui revient souvent quand je rencontre des structures d'insertion par l'activité économique, c'est finalement quel levier on a quand une entreprise ne fait pas état de besoin de recrutement et on a toujours finalement un peu peur en tant que professionnel de ne pas être reçu par cette entreprise. C'est l'idée en fait, de prendre contact avec l'entreprise sans rien attendre d'elle et de montrer un intérêt à ce qu'elle fait. Essayer de comprendre sa façon de fonctionner et plutôt se poser comme bonjour, qu'est-ce que vous faites, plutôt que bonjour, je cherche à récupérer des trucs utiles pour moi. Je force un peu le trait, mais c'est cette idée-là. C'est en fait, la plupart des conseillers ont peur d'embêter l'entreprise, ont cette représentation que l'entreprise est sursollicitée et que finalement, ça va être la xème personne qui va taper à sa porte et que l'entreprise en aura marre et qu'elle va raccrocher. En fait, quand on se met du côté des entreprises et qu'on interroge les entreprises, elles ne sont jamais contactées par des acteurs du service public de l'emploi. Celles qui sont contactées, c'est les grosses entreprises. C'est les entreprises qui vont avoir une démarche favorable, avec une politique sociale un peu développée. C'est les entreprises sur lesquelles on sait que si on l'appelle, c'est peut-être 4 ou 5 offres d'emploi qu'on va générer d'un coup. Et donc, c'est plutôt ces entreprises-là qui sont en permanence sollicitées. Sur un territoire donné, en fait, il y a énormément d'entreprises qui naissent à n'importe quel moment et on se rend compte que finalement, elles sont peu connues par les acteurs du territoire. Et au contraire, l'entreprise n'a pas forcément de vision de à qui elle peut s'adresser. Et donc, savoir que quelqu'un, un acteur du territoire, peut l'aiguiller à un moment donné et s'intéresse à elle, ouvre le champ des possibles. Une nouvelle question de Catherine Blin qui nous indique, on parle toujours des freins à l'emploi des salariés que l'on accompagne et de la nécessité de lever ces freins, mais il faut aussi être formé à la levée des freins à l'embauche dus aux a priori des employeurs. Comment mieux sensibiliser les employeurs? En fait, les employeurs ont leur propre représentation et le meilleur moyen de casser leur représentation, c'est de passer par les mises en situation de travail. Voir ce qui se passe, positionner quelqu'un dans un collectif de travail et voir si ça fonctionne ou pas. C'est la meilleure façon pour une entreprise de sortir de ses représentations. Une entreprise a peur de faire le mauvais recrutement. Et donc, elle va mettre plein de critères en place qu'elle pense être le bon moyen d'éviter un échec de recrutement. Mais tous ces critères, finalement, conduisent à un échec de recrutement parce que tous ces critères sont des critères a priori complètement déconnectés du poste de travail à occuper, de la dynamique de l'ensemble des salariés qui sont déjà en poste, parce que faire venir un nouveau salarié, ça ne marche pas dans n'importe quel contexte, il peut y avoir des affinités plus ou moins fortes. Et justement, mettre la personne en situation de travail, c'est quelque chose qui, du coup, permet à l'entreprise de voir les choses autrement. Quelque chose aussi de tout bête, faire un entretien de recrutement sur le poste de travail. Souvent, ça conduit à poser des questions beaucoup plus concrètes, éventuellement de dire à la personne, d'accord, montrez ce que vous êtes capable de faire, comment vous vous en sortez sur la machine, et de voir aussi l'ambiance de travail qui se dégage et si très vite, ça va matcher ou non avec les autres salariés. Et ça, c'est des éléments qui rassurent directement l'entreprise. Je pense que vous répondez également à la question de Véronique Payat qui nous demandait d'être plus concret sur cette notion de frein à l'emploi et de comment l'aborder avec les entreprises. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête, Anne, à nous transmettre? Sur les freins à l'emploi? Oui, ouais, que sur la mobilité, la parentalité, comment est-ce qu'on peut le travailler directement avec l'employeur? Alors,
Après, sur les questions de mobilité, c'est des vraies questions, mais sur les freins à l'emploi, je pensais plus directement à cette idée que quand une personne n'a pas travaillé depuis longtemps, elle n'est pas capable de travailler. Ou alors parce qu'elle n'a pas eu un poste un poste classique, elle n'a pas eu d'expérience d'activité de quelque chose. Et cette idée que du coup, la personne n'est pas capable de se lever tôt, d'être à l'heure à un rendez-vous, enfin voilà, tout ce qui relève de faisait un peu psychologisant sur le fait que si la personne ne retrouve pas un emploi, c'est que d'un certain point de vue, elle n'a pas fait les efforts suffisants pour retrouver cet emploi. Après, les questions de mobilité de garde d'enfants, ce sont des vraies questions, mais ça peut aussi, il faut regarder ce qui peut se passer du côté des entreprises. Par exemple, je me souviens d'une association qui travaillait avec des entreprises de nettoyage. Très clairement, sur les entreprises de nettoyage, on est sur des horaires qui sont des horaires décalés, où il faut nettoyer les bureaux quand les gens ne travaillent pas, donc en général en soirée ou très tôt le matin, ce qui crée des problèmes d'accès au transport. Et donc, si la personne n'a pas sa voiture, potentiellement, elle ne peut pas se rendre sur le lieu de travail, puisque les horaires d'accès au bus, au métro vont être trop décalés. Et l'association, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé avec l'entreprise pour savoir est-ce qu'il y a vraiment besoin de laver les bureaux à 4 heures du matin. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de commencer le nettoyage des bureaux à 6 heures? Et ça, c'est des choses qui se travaillent avec l'entreprise, sur lesquelles l'entreprise est prête aussi à évoluer. Parce que l'entreprise elle-même, typiquement pour cette entreprise de nettoyage, était soumise à énormément de contraintes, à énormément de turnover. Simplement, elle n'avait pas en tête qu'elle pouvait être le bon levier pour stabiliser un minimum la main-d'œuvre et faire que ces recrutements fonctionnent. Et avoir un regard extérieur en disant, mais peut-être que si vous commencez le nettoyage des bureaux, ça suffit à 6 heures et ça permettra aux gens de plus facilement venir sur l'espace de travail. Et donc, ça ouvre des opportunités à des candidats qui n'ont pas de voiture. Ça permet de penser les choses différemment. L'entreprise a rarement le temps de se poser. Elle est prise dans plein d'impératifs, de contraintes, de choix à faire en temps très réduit. Et toutes ces questions qui supposent un tout petit peu de recul, elle n'a pas le temps de le prendre. Et un acteur extérieur peut l'aider justement à penser les choses autrement. Oui, vous le dites très bien dans vos travaux, vous dites à plusieurs reprises, l'entreprise n'est finalement pas une boîte noire sur laquelle on ne pourrait pas agir. En tout cas, c'est très concret, hein. Je pense que ça fera très bien le lien avec les CIE qui pourront témoigner sur ces emplois. Et ce que vous dites indique qu'on est déjà dans la négociation finalement avec l'entreprise sur le contexte de travail. Et c'est vrai que ça peut être fait à l'échelle de l'entreprise, hein, où tous les salariés commencent à 6 heures du matin. Et ça peut être fait vraiment à l'échelle d'une personne également en fonction du frein, hein, parce que l'employeur peut aussi négocier avec l'auto-école que la personne passe plus vite son permis. Enfin, je pense qu'effectivement, on verra dans les témoignages qu'il y a des marges de manœuvre qui sont très importantes, auxquelles on pense pas. Et quand on met tout le monde autour de la table, employeurs, salariés en transition et CIE, on arrive à dénouer des freins qui paraissaient a priori compliqués. Merci beaucoup Anne Fretel pour votre intervention, à vous aux participants pour les questions posées. On espère qu'on y a répondu. En tout cas, l'intervention d'Anne était particulièrement claire, donc je pense que tout le monde a eu les informations qu'il souhaitait. Merci beaucoup à nouveau de votre disponibilité aujourd'hui parmi nous.